Nadjar. Je travaille à la Pitié-Salpêtrière à Paris et je m'occupe particulièrement de maladies neurométaboliques. Et parmi ces maladies, il y en a beaucoup qui présentent à l'IRM cérébrale une leucopathie. Et c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui, ce sont les leucopathies d'origine génétique. Je vais utiliser ce terme-là, c'est un peu l'équivalent, mais pas exactement, de ce qu'on appelle les leucodystrophies. Ces maladies-là, on peut les diagnostiquer de deux manières. Soit ce sont des maladies métaboliques où il y a un test biochimique, notamment des dosages d'activité enzymatique leucocytaire, soit il faut aller directement à la génétique. Pour essayer d'arriver au diagnostic, il faut bien connaître la sémiologie IRM, qui donne des indices très très importants, et aussi bien sûr le contexte clinique, parce que par exemple il y a un certain nombre de ces maladies qui s'associent, en plus des symptômes neurologiques, à des symptômes extra-neurologiques, comme des atteintes sensorielles, comme des atteintes endocriniennes. Je vous en montrerai quelques exemples. La très grande majorité de ces maladies sont de transmission autosomique récessive. Il y en a de très rares qui sont autosomiques dominantes. Il y a un premier groupe de maladies où le fait que ce soit une leucopathie d'origine génétique est évident. Pourquoi ? Parce que ce sont des anomalies de la substance blanche assez diffuses, confluentes, toujours bilatérales, symétriques, avec parfois une atteinte de certains faisceaux spécifiques, certaines structures spécifiques. Donc là, on est dans ce qu'on appelle une leucodystrophie classique. Parmi ces maladies-là de leucopathie génétique que je vais appeler classiques, il y a le groupe des maladies démyélinisantes qui sont le mieux connu, dont je vais vous montrer quelques exemples. Et dans ces cas-là, c'est souvent la sémiologie IRM qui va pouvoir aider au diagnostic. Par exemple ici, dans la maladie de Crabbe, qui se diagnostique par le dosage de la galactocérébrosidase, c'est souvent le cortex, enfin même quasiment toujours le cortex moteur qui est atteint. Là, vous voyez 3 patients différents. Avec la voie pyramidale, le faisceau corticospinal qui est atteint, surtout en proximal en hauteur. Vous voyez ici l'atteinte bilatérale symétrique. Également l'atteinte des radiations optiques, toujours bien bilatérale et symétrique. L'atteinte du corps calleux de manière très fasciculaire, souvent le splénium, parfois uniquement l'isthme du corps calleux. Et puis l'atteinte des lemniscus médians. C'est également le cas pour cette maladie qu'on appelle la xanthomatocérébrotendineuse, qui se diagnostique par dosage du cholestanol, où il peut y avoir une atteinte extra-neurologique, c'est une diarrhée chronique et une cataracte bilatérale juvénile. Là aussi, il y a un pattern très leucodystrophique, très homogène, avec très souvent une atteinte de la substance blanche péridentelée, des noyaux dentelés, ici, et souvent une leucopathie postérieure qui, là, pour le coup, est moins spécifique, avec une atteinte des faisceaux pyramidaux. Là, en plus gros plan, l'atteinte des noyaux dentelés et de la substance blanche péridentelée. On ne doute pas de l'étiologie génétique de cette leucopathie chez cette patiente, qui a une atteinte neurologique assez subtile et surtout un gros tableau digestif de pseudo-obstruction chronique. Elle a une maladie mitochondriale très particulière qu'on appelle le déficit en MNGIE, qui se diagnostique par le dosage de la thymidine phosphorylase. Là encore, une atteinte bilatérale, symétrique, qui touche particulièrement la partie antérieure de la substance blanche sustentorielle. Ici, il s'agit d'une leucodystrophie métachromatique, qui se diagnostique par le dosage de l'aryl sulfatase. Et là, d'une maladie génétique non métabolique, pour laquelle il n'y a que le séquençage du gène qui permet de faire le diagnostic, qui peut avoir une présentation proche de la leucodystrophie métachromatique. Donc vous voyez les hypersignaux flaires antérieurs, et puis en T1, un hyposignal qui est caractéristique des maladies démyélinisantes, avec là un hyposignal vraiment très intense qui signe une cavitation. Et là je vous ai présenté quelques maladies démyélinisantes, et il y a des maladies moins connues, qui sont des maladies on dit hypomyélinisantes en IRM, qui n'ont pas du tout la même sémiologie et qui ont des étiologies particulières avec d'autres gènes impliqués. C'est pas encore très connu, mais c'est assez frappant au niveau de la sémiologie radiologique. Donc regardez, je vous montre 2 patients. Chaque ligne est un patient. Donc ici en séquence flair, un hypersignal flair de la substance blanche très diffus, en fait, qui touche toute la substance blanche sans exception jusqu'à se rapprocher du cortex, et qui a un hypersignal qui n'est pas très intense, qui est assez faible,
et qui est associé à un signal T1 qui est en hypersignal par rapport au cortex adjacent, contrairement aux maladies démyélisantes où, comme je vous l'ai montré, c'était en hyposignal. Et ça, donc ça signe, il y a certaines étiologies qui sont en train d'être démembrées chez l'adulte. Je peux vous citer la maladie génétique des polymérases 3, qui donne en plus de l'atteinte de la substance blanche un hypogonadisme hypogonadotrope, et puis des anomalies au niveau dentaire, mais qui n'existent pas forcément, on appelle ça le syndrome 4H. Ensuite, il y a des leucopathies génétiques qui ont une présentation complètement différente. Ça veut dire que c'est pas évident sur l'IRM que c'est une leucopathie d'origine génétique, et se pose la question pour différentes raisons. Alors, au niveau IRM, c'est soit une leucopathie aspécifique, souvent pour lequel le diagnostic de leucopathie vasculaire peut être porté un peu à l'excès, soit avec une leucopathie avec des anomalies vasculaires assez claires, telles que des microblytes ou des lacunes ou des hypersignaux dans la substance grise, ou alors parmi les anomalies spécifiques, des plages plus ou moins confluentes, non symétriques. Voilà. Et quand on a ce type d'image et un contexte un peu particulier, par exemple des anomalies vasculaires sévères chez un patient qui n'a aucun facteur de risque, ou alors une imagerie qui peut faire démyélinisant, mais chez un patient jeune avec des symptômes progressifs, à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on n'est pas devant une leucopathie d'origine génétique? Vous comprenez qu'il y a deux types de situations. Une situation où on met en évidence des anomalies vasculaires, et ça vous connaissez la maladie la plus connue, le CADASIL. Il y a aussi la maladie de Fabry, qui est une maladie lysosomale qui se diagnostique par le dosage de l'alpha-galactosidase, qui peut donner une leucopathie vasculaire ou une leucopathie non spécifique pouvant mimer une sclérose en plaques. Ici, c'est des images d'un papier qui montre l'hétérogénéité des anomalies de la substance blanche dans cette maladie, où il peut y avoir à la fois un pattern patchy, un pattern un petit peu plus confluent, parfois mixte. Il y a les anomalies non vasculaires qui peuvent révéler certaines leucopathies d'origine génétique. Par exemple, une qui est de plus en plus connue parce qu'elle donne des leucopathies uniquement de début à l'âge adulte, diagnostiquée seulement sur le séquençage du gène CSF1. Il n'y a pas de diagnostic biochimique. C'est une leucopathie CSF1R, très périventriculaire, très asymétrique, avec à certains endroits un aspect patchy. Donc il peut tout à fait passer pour une sclérose en plaques primaire progressive, par exemple. Ici, une leucopathie sur un déficit en MTHFR. Là non plus, il n'y a pas de critère de spécificité particulier. C'est un peu confluent, surtout périventriculaire. L'aspect IRM seul ne peut pas faire du diagnostic. Et là, c'est le contexte qui a aidé. Une jeune femme jeune qui avait une encéphalopathie, une paraparésie spastique et puis une thrombose, un des signes extraneurologiques important, puisque dans toutes les maladies avec hyperhomocéinémie génétique, il peut y avoir une thrombose. Et donc cette dame a pu être diagnostiquée et surtout traitée, et très bien traitée. Je vous remets une imagerie de maladie de Crabbe, parce que je vous ai montré des imageries qui étaient classiques de ce qu'on appelle leucodystrophie auparavant. Mais cette dame, elle a aussi une maladie de Crabbe, et pourtant, elle a vraiment une leucopathie qui semble aspécifique comme ça de premier abord, qui a été étiquetée démyélinisante ou vasculaire. Et en fait, quand on connaît bien la sémiologie de l'IRM des leucodystrophies, on se rend compte qu'elle a une atteinte bilatérale des faisceaux cortico-spinaux, ici, comme on voit dans le crabe. Elle a ici une atteinte de l'isthme du corps calleux, et elle a ici une atteinte des lemniscus médian. Donc ces trois éléments, qui sont évocateurs d'une leucodystrophie, ont fait redresser le diagnostic. Il y a aussi les maladies mitochondriales qui ne donnent pas de leucodystrophie classique, sauf MNGE que je vous ai montré, mais qui peut donner des anomalies non spécifiques de la substance blanche, qui peuvent correspondre vraiment à des lésions démyélinisantes de CEP, puisque la CEP peut être associée à des maladies mitochondriales, notamment avec la maladie de Leber, ou alors des lésions qu'on appelle CEP-like. Donc voilà le bilan biologique systématique que je vous propose devant toute leucopathie suspecte d'être génétique. Donc c'est un bilan systématique. Il faut bien sûr prendre en compte le contexte clinique et la sémiologie IRM pour faire le bon diagnostic, parce que ça ne diagnostique pas toutes les leucodystrophies. Mais vous voyez qu'il y a le cholestanol,
et l'homocystéine. Et ça va diagnostiquer deux étiologies qui sont très bien traitables de leucopathie. Donc c'est pour ça que ça fait partie du bilan. Il y a aussi la sulfatase et les acides gras longue chaîne qui peuvent diagnostiquer des maladies qui peuvent être traitées, mais de manière un petit peu plus agressive par des allogreffes de moelle osseuse. Donc il y a certains diagnostics de leucopathie d'origine génétique traitables qui sont surtout à ne pas louper.